bienvenue à tous. Et puis, on aura peut-être des gens qui vont nous rejoindre en cours de route. On les accueillera avec plaisir. Nous allons être ensemble pour un peu moins d'une heure. Donc, je suis Florian Berthelot, donc de la société F3DF. Je suis responsable du pôle industrie. Alors, je sais que certains ont l'habitude de suivre nos lives. Donc, vous nous connaissez en grande partie. Pour ceux qui nous rejoignent, en tout cas, c'est avec plaisir de vous recevoir pour ce live. Aujourd'hui, nous allons parler impression 3D FDM et on a eu pas mal de questions côté choix des matériaux. Donc, ça sera vraiment notre fil conducteur aujourd'hui. Alors, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, on a fait quelque chose d'un peu spécial pour le mois de décembre. On a fait un calendrier de l'Avent. On a voulu faire quelque chose d'un peu plus fun. On a changé nos habitudes et c'est un calendrier de l'Avent qui révèle des astuces, des conseils, des petits outils pour faire son aventure dans l'impression 3D FDM. Donc, vous découvrez chaque jour sur les réseaux sociaux et pour ceux qui sont dans le mailing, des petites nouveautés, des petites choses pour se perfectionner. C'est pas fini, il y aura des choses jusqu'à Noël. Il y aura même, on va faire le Père Noël cette année. On va faire des cadeaux et on a en petite avance. Il y aura des livres de Mathilde Berchon, le grand livre de l'impression 3D. Il y aura des cadeaux orientés aussi sur l'utilisation de vos machines FDM. Voilà, donc suivez tout ça de près si vous le souhaitez. Aujourd'hui, on a un nouveau calendrier de l'Avent qui apparaît, le 9e jour, et c'est concernant le live d'aujourd'hui. C'est aussi notre forme de petit cadeau du jour. Pour ça, donc pour ce live, on a voulu revenir sur une question qui revient souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'impression 3D et encore mieux, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'impression 3D FDM? Donc là, il y a plein de choses. Il y a du prototypage, il y a de l'outillage, il y a de la petite série. Tout ça, c'est vrai que parfois de l'extérieur, c'est un peu flou. Donc, on va essayer de revenir là-dessus, voir qu'est-ce qu'on fait finalement, comment l'utilisateur s'approprie cette technologie. Et je dirais même pour aller un peu plus loin, il y a une question qui revient très souvent, on l'a sur nos forums, pendant nos formations, c'est quel matériau choisir. C'est toujours une question qui revient, c'est pas évident. On a des matériaux qu'on connaît par ailleurs dans d'autres procédés de fabrication. Qu'en est-il quand ils passent en extrusion? Est-ce qu'ils ont les mêmes caractéristiques? Comment adapter en fonction de notre cahier des charges les matériaux? C'est une question qui est vaste. Je ne sais pas si on pourra y répondre aujourd'hui en totalité, mais en tout cas, j'ai demandé à notre partenaire Volumic 3D, qui est un fabricant d'imprimantes français. Je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. Ils sont à Nice. Ils sont dans le paysage de l'écosystème de l'impression 3D depuis déjà quelques années. Et leurs machines sont un peu partout, dans des grands comptes, dans des PME, dans des lycées techniques. Voilà. Et ce qui était intéressant, c'est justement de leur demander, leur poser la question, qu'est-ce qui se passe chez leurs clients, chez leurs utilisateurs, pour avoir finalement un retour d'expérience un peu condensé pendant ce live. Pour répondre à ça, j'ai demandé donc à Loïc Barroso. Alors Loïc, est-ce que tu nous entends bien? Je vous entends très bien. Merci Florian. Parfait. Du coup, Loïc, donc, tu travailles chez Volumic 3D depuis déjà quelques temps. Et rapidement, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Oui, tout à fait. En tout cas, merci Florian pour l'invitation. Bonjour à tous. Alors, pour parler de moi, donc, en termes aussi de cursus, parce que c'est vrai que l'impression 3D aujourd'hui ouvre de nouveaux métiers. Pour ma part, j'ai fait un BTS conception produits industriels, donc vraiment de CAO traditionnel, sous SolidWorks, sous CATIA. Et après, une orientation plus commerciale, mais tout en gardant ce bagage technique avec une licence technico-commerciale. Volumic, c'est une société qui a maintenant un peu plus de 6 ans d'expérience, mais surtout d'expertise dans la fabrication et la commercialisation d'imprimantes 3D professionnelles sur le credo FDM pour l'industrie. C'est-à-dire que nos deux cofondateurs, M. Malocena et M. Lupino, sont lancés un défi il y a de ça maintenant 2013-2014, puisque les nouvelles technologies, tout ce qui est rattaché au design, mais aussi à l'industrie, les intéressaient de près. Et c'est qui plus est une nouvelle technologie qui pointait le bout de son nez avec très peu finalement de choses concrètes que l'on voyait à l'époque. Quand je parle de choses concrètes, c'est que ce soit de l'impression qui soit un peu lente, de l'impression qui soit peu qualitative et qu'il y avait aussi peu de matériaux. Donc ces choses-là, elles ont pu être bousculées
via des partenaires qui nous ont épaulés au fur et à mesure des années. Donc, comme l'a très bien souligné Florian, nous sommes effectivement niçois et nous concevons, nous fabriquons nos machines à Nice. Voilà, et on cultive vraiment une grande part du côté Made in France puisque nos machines sont éco-construites avec de la sous-traitance qui est faite française également sur Toulouse et une partie de la zone de la région PACA. Eh ben, en tout cas, c'est avec plaisir de recevoir une belle entreprise française. L'impression 3D n'est pas est mondialisée maintenant, mais en tout cas, vous êtes un acteur majeur aujourd'hui en France. Je sais que les choses sont en train de bouger aussi. Vous étiez pendant plusieurs années à Las Vegas. Est-ce que c'est un signe que le Made in France va s'exporter? Oui, forcément. Bah, on va dire qu'on soit français ou qu'on soit de pays étrangers, on est tous là, nos confrères, hein, on les voit, hein, à démocratiser cette technologie. C'est technique. Il y a beaucoup de choses à savoir. Pourquoi? Parce que c'est pas que de la modélisation 3D, c'est du pré-paramétrage en amont de l'impression. Toutes ces connaissances, il faut pouvoir les inculquer aux clients dans des secteurs très divers, que vous soyez dans l'aéronautique comme designer, comme dans le médical, comme dans la recherche, comme dans l'éducation. Vous êtes dans une technologie à part entière. Aujourd'hui, nous, notre souhait, c'est maintenant qu'en France, on commence à avoir vraiment de très grands acteurs. Quand je parle d'acteurs, c'est pas que des fabricants comme nous, c'est aussi des chimistes. Ça va être des partenaires comme F3DF où ça va être sur de la formation, de l'audit, de l'intégration de technologies de la fabrication additive chez chaque client, chez chaque secteur. Mais après, dans les entreprises, je prends l'exemple de grands groupes comme PSA, comme Safran. Aujourd'hui, on n'est plus à avoir une petite machine près de soi. C'est au contraire, maintenant, c'est de développer un parc imprimante 3D, un pôle impression 3D, des personnes formées à cette technologie-là, qui vont être, que ce soit des designers industriels orientés fabrication additive, que ce soit des formateurs internes à l'entreprise, puisqu'il y a de nouvelles personnes qui vont s'ajouter à ça. Et effectivement, on a besoin d'une démarche internationale. Et c'est dans cette orientation-là que, notamment Las Vegas, avec cette présentation au CES, donc un des plus grands salons sur l'innovation mondiale, de toutes technologies confondues, on a pu se présenter et présenter notamment notre dernier modèle qui a reçu 2 distinctions internationales. C'est vrai. Bah, cocorico, en tout cas, c'est félicitations. Du coup, c'est vrai que la technologie FDM, c'est une des technologies la plus répandue. Du fait aussi, bah, il y a une forte, c'est une technologie qui est relativement ancienne. Il y a une démocratisation de cette technologie. Ça fait partie des technologies où il y a le plus de matériaux actuellement disponibles. C'est ce qu'on constate. C'est la technologie aujourd'hui de la fabrication additive qui a le plus de matériaux répandus. Ça, c'est véridique. On en a aujourd'hui quasiment une soixantaine de polymères différents. Ok. Voilà, on les citera un petit peu plus tard, mais effectivement, ça commence à devenir très lourd, donc on s'y perd très vite, et donc c'est important aussi de pouvoir bien caractériser tout ça. Ok, bah du coup, on va pas trop attendre. On va rentrer dans le sujet. La première question que je souhaitais te poser, c'est vous, concrètement, quels sont les matériaux que vous avez aujourd'hui de disponibles pour qu'on fasse peut-être une passe. Puis après, vous pourrez aussi commenter de votre côté si vous utilisez ces matériaux ou non, ou d'autres. Alors on va dire les plus présents, les plus connus, vous avez la famille des biodégradables, l'exemple du PLA. Vous avez la famille des recyclés ou recyclables. Généralement, on voit plus d'ailleurs des recyclables. On part plutôt d'une base neutre. Je prends l'exemple du PET et aujourd'hui, on connaît bien plus le PETG. Euh, des matériaux chargés fibrés, fibre de verre, fibre de carbone, du Kevlar, de l'aramide en soi, des matériaux, donc quand je vous disais chargés, on va avoir aussi des sortes de composites avec de la poudre de bois, de bronze, de cuivre, de laiton, qui va être incrusté au polymère. En fait, le polymère va créer le liant. Ce qui est fondu, ce n'est pas le métal en lui-même, ce n'est pas le bronze ou le cuivre, ça va être seulement le polymère. Par contre, on va le charger à une certaine teneur. Et donc aujourd'hui, c'est très intéressant dans des métiers, notamment du design, des musées, des architectes, où on veut avoir une maquette, un toucher, une odeur. On veut avoir aussi un côté poli. On veut avoir peut-être un aspect froid. Hein, c'est ce qu'on a avec les métaux, notamment du cuivre et du bronze. Et aussi le côté lourd. Enfin, c'est bête à dire, mais c'est vrai que l'impression 3D et surtout le FDM, on a toujours cette habitude de c'est du plastique assez léger. On pense pas que c'est résistant. Aujourd'hui, du nylon chargé fibre de verre, c'est tout l'inverse. Voilà, donc on a une palette d'un peu plus de 50 matières. J'ai oublié de parler bien entendu des flexibles. On a voilà, des duretés qui s'avoisinent aujourd'hui à ce qu'on connaît du pneu, donc avec une énorme force de rebond.
et donc une grande absorption de choc. Et après, des flexibles extrêmement souples. On va aller très proche de ce qu'on connaît du silicone. Alors, du coup, aujourd'hui, concrètement, quels sont les consommables les plus utilisés? En tout cas, peut-être vous n'avez pas la tendance mondiale, mais vous, dans vos utilisateurs finaux, qu'est-ce qui est le majeur? Enfin, Eh ben, c'est les trois d'en dessous. Voilà, les trois de la deuxième ligne, l'Universal, le PLA et le PETG. Alors, je parle vraiment chez Volumic. Aujourd'hui, le plus commercialisé, et je pense que ça ne vous parle pas forcément à tous aujourd'hui, c'est l'Universal. L'Universal, c'est un nom commercial qu'on lui a donné. On l'a fait faire développer par des chimistes. On a eu des feedbacks clients, partenaires, qui nous ont fait savoir, voilà, on connaît le PLA, on connaît le PETG, on connaît l'ABS, on connaît le polycarbonate, on connaît leurs défauts, on connaît leurs points forts. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas arriver à tirer le meilleur de ces matières-là dans une seule matière? Et ça a pris du temps, je ne vous cache pas. C'est exactement un PLC, Polylactic Compound. Et donc, le terme commercial, c'est l'Universal Ultra, qui est vendu exclusivement chez nous, que vous retrouverez sur la boutique d'F3DF. C'est aujourd'hui la matière qu'on commercialise le plus pour la simple et bonne raison qu'elle est facile à imprimer, elle accepte d'excellentes liaisons intercouches, donc un aspect auto-lissant. C'est une matière qui est vraiment très très bien pour le prototypage, mais c'est quand même une matière technique. Niveau tenue mécanique, on est, pour donner un titre comparatif, jusqu'à 2 fois supérieur à l'ABS. Je parle mécaniquement parlant. Et tenue de température, c'est du 110 degrés constant, c'est agréé FDA, et c'est une matière qui est vraiment très jolie et qui va durer longtemps. Donc, pourquoi c'est la plus vendue aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on constate que aussi bien pour du prototypage que pour de l'intégration déjà pour faire du prototype fonctionnel ou alors des pièces totalement fonctionnelles, c'est une matière qui est vraiment très, très polyvalente. Idem, vous imprimez du support, c'est pas comme du nylon classique où quand vous imprimez du support, mine de rien, à retirer, ça sera peut-être un peu difficile, sauf si vous imprimez avec une duale. Là, on retire vraiment les supports à la main. L'état de surface reste extrêmement joli. Je vous en parle vraiment, c'est pas pour vous vendre la matière, c'est parce que aujourd'hui, c'est les clients à qui on a fait tester. On avait envoyé des échantillons à l'époque pour sonder aussi le marché, puisque c'était quelques clients qui nous avaient fait cette remontée-là. Et c'est un peu le jeu du essayer, c'est l'adopter, et presque ça vous fait un peu redécouvrir ce que vous connaissez du FDM. En tout cas, c'est à tester. Voilà, c'est une matière, je vous la conseille fortement. Du coup, ce qu'on constate, c'est qu'on a des noms techniques, le PLA, le PETG, l'ABS, et il y a une tendance à finalement sortir de ces noms-là pour parler plutôt d'applications, où là, vous avez parlé d'une matière un peu universelle. C'est ce qui… pourquoi on va vers ça? Est-ce que les matières dont le nom technique sont associées peut-être à l'injection, et du coup, elles n'ont pas les mêmes caractéristiques, donc on essaie de sortir de cette nomination-là. C'est un peu la tendance qu'on constate. Est-ce que Alors, c'est dans la logique il des choses? faut, oui, ça c'est très bien dit, puisqu'il faut sortir de ça. Et il faut sortir de ça en deux temps. Le premier, c'est effectivement, je prends l'exemple de l'ABS, parce que c'est aujourd'hui, et dans l'impression 3D, même à l'époque, c'était le plus connu. On ne peut pas considérer le même ABS de l'injection plastique à la fabrication additive. Il est adapté différemment, c'est sous forme de paillettes, de pelés de pièces, enfin de granulés, et ensuite c'est transformé en filament, donc il y a un procédé, et ensuite un nouveau procédé de filament, on va imprimer un objet. Entre tout ça, il y a les chimistes qui ont élaboré des fiches techniques et des fiches de sécurité. Il est important de les consulter. Alors, quand je dis il est important de les consulter, ça veut aussi dire qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que l'on voit dessus. C'est à titre indicatif, ça vous donne une tendance de ce que cette matière, plutôt que le PLA, plutôt que le PETG, plutôt que le conductif, etc., va vous donner comme résultat et répondre au mieux possible à votre cahier des charges. Après, c'est à vous. Et c'est aussi ce qui manque à notre technologie, qui est quand même, même si effectivement elle a du vécu, toutes ces matières, elles sont nouvelles. Là, l'Universal, il y a un an, ça n'existait pas. Aujourd'hui, vous voyez, l'antibactérien, le conductif, l'Artflex, Artflex, on en parlera peut-être après. C'est vraiment des matières qui changent. Par contre, il faut que vous puissiez faire vos propres abacs. C'est en fonction de la géométrie de vos objets que, je prends l'exemple, vous voulez que votre pièce tienne à, je ne sais pas moi, 80 degrés constants, soumis aux UV tout le temps. J'en sais rien, on veut la faire partir dans une zone 4 radioactive dans une centrale nucléaire. Ça, c'est des choses, tant que vous n'avez pas testé sur le terrain avec une pièce imprimée, avec un profil spécifique sur votre paramétrage d'impression, peut-être une buse aussi spécifique. La machine, il fait aussi énormément. Eh ben, vous ne pourrez pas savoir. Donc, effectivement, il faut faire plusieurs essais, des gabarits et tester. Ouais, donc c'est vrai, ça reste toujours vrai. On a des grandes tendances avec des noms de matériaux, parfois des faux amis par rapport à ce qui se fait dans d'autres technologies.
Mais il faut effectivement aller tester. Alors, est-ce qu'il y a peut-être comme une aide pour essayer de s'y retrouver dans tout ça? Quels sont les plus résistants au choc, les plus faciles à imprimer ou ce genre de recommandations? Oui, oui, oui. Mais de toute façon, alors, toutes les recommandations, on peut en parler pendant des heures, hein. C'est de manière très sommaire, faut vraiment garder en tête qu'il y a, on va dire, deux grandes familles de polymères chez nous. Il y a la famille des non abrasifs et la famille des abrasifs. Abrasifs, généralement, c'est ceux qu'on connaît bien avec les chargés ou les fibrés. Euh, Ceux-ci, on va les dédier avec certains revêtements, certaines buses. Donc, on ne va pas avoir les mêmes résultats qu'un PLA simple. Mais sachant que des PLA, vous avez vu, il y a une dizaine, même peut-être même aujourd'hui une centaine de références de marques avec des solutions différentes dessus. Donc, il faut pouvoir les caractériser. C'est ce qu'on essaie et à chaque fois que chaque client a une formation, je pense aussi chez F3DF, on va vous donner justement des bases solides pour bien appréhender la technologie, pour savoir imprimer du PLA. Alors c'est bête parce que oui, le PLA, c'est la matière la plus simple qu'on connaît aujourd'hui. Elle est très bien pour le prototypage. Par contre, de la même façon, votre objet 3D, il faut pouvoir l'adapter. La modélisation 3D, quand je vous disais tout à l'heure, elle est peut-être orientée fabrication additive, dès que vous allez utiliser une imprimante 3D. C'est un terme que je pense, d'ici quelques années, on va vraiment l'utiliser. C'est pas juste designer 3D ou designer industriel simple, c'est vraiment orienté fabrication additive parce qu'on n'a pas les mêmes logiques que ce qu'on fait avec l'usinage ou l'injection plastique, auquel, pour ceux peut-être très techniques ici, diront le MIP, le MAP, quand on maintient, quand on met en position une pièce, ben, il n'est pas géré de la même façon sur une imprimante 3D. On part d'une base plane, on va imprimer couche après couche. Donc, rien que sur les efforts qu'on va donner éventuellement à une pièce, ce sera différent. Je m'égare peut-être un petit peu, Florian. Non, non, mais non, non, tout à fait, mais c'est intéressant de faire le parallèle, c'est-à-dire que tout ne réside pas forcément dans le matériau et ses caractéristiques, mais aussi en amont, dans la conception. Alors, c'est un sujet que aussi on traite souvent en live, c'est comment adapter la conception en fonction de la technologie. Et là, tu soulèves peut-être un point, c'est qu'il y aurait peut-être même d'aller adapter aussi avec les matériaux qu'on veut utiliser. Donc, bon, ça rajoute encore une petite complexité, mais ce qui est important à retenir, c'est que finalement, il faut tester et le mettre en situation pour après passer vers plutôt de l'utilisation fonctionnelle et sortir du prototypage. Tout à fait, tout à fait. Bah, même pour reprendre certains mots qu'on voit actuellement avec la période de la Covid, c'est un peu le système du tester, tracer, isoler. Oui. Mais Alors, c'est ça, hein, du coup, vous avez des matériaux. Après, bon, je vois qu'il y a quelques questions qui se baladent sur le chat. Peut-être qu'on y répondra après. C'est intéressant que du coup, voilà, ça vous plaît aussi ces matières qui sortent aussi de l'ordinaire. C'est vrai que souvent on parle du nylon, on parle souvent des matières flexibles, de l'ABS. Il existe 36 000 ABS, notamment des V0 retardateurs de flamme. Mais voilà, c'est tellement un monde vaste. Il faut, alors peut-être assez important à vous dire, chez vous, dans vos entreprises, quand vous abordez cette technologie de près ou de loin, il faut pouvoir prendre le temps de bien s'y atteler, de bien être formé, bien sûr, ou alors même en autodidacte, vraiment de prendre ce temps à connaître que ce soit les matériaux, que ce soit l'utilisation, l'entretien, la maintenance de la machine, que ce soit le paramétrage d'impression. Faut pas éviter un point, un de ces trois points, parce qu'on on va forcément perdre quelque chose, passer à côté de quelque chose. Et surtout, c'est là où ça vous donne une énorme force vis-à-vis peut-être d'autres, c'est que vous avez vu des machines, certaines sont assez fermées, certaines de fabricants sont assez fermées. L'exemple du flexible, on peut l'imprimer que dans certaines conditions. L'exemple du nylon, on peut l'imprimer que dans certaines conditions. Nous, chez Volumic, on a fait cet effort d'avoir des imprimantes 3D qui soient extrêmement ouvertes. On ne les bride pas. La seule chose qu'on va faire sur les dernières générations, c'est les faire gagner du coup, je m'avance un peu sur ce qu'il y a après, mais les faire gagner en ergonomie utilisateur et autonomie machine pour justement anticiper des pannes, anticiper des erreurs humaines, parce que ça arrive. La seule chose, c'est que vous, au préalable, vous ayez pu faire tous vos paramétrages comme vous le souhaitiez. bon, merci. Alors, du coup, là, c'est vrai que ce volet des matériaux, on a compris, c'est large, il faut tester. Alors, ce qui serait intéressant, et c'est pour ça que je t'ai posé la question un peu en amont, c'est de comprendre qu'est-ce que utilisent les clients.
vos clients aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de machines, alors je ne sais pas si je n'ai pas tout le chiffre en tête, mais peut-être environ 1500 ou 2000 machines rien qu'en France qui sont Quasiment utilisées. 2000, oui. 2000. Est-ce que du coup, vous avez un peu des retours? Alors, je t'ai demandé de nous sortir quelques exemples d'applications et vous donnerez aussi vos partages. Ce serait très intéressant. N'hésitez pas à le mettre dans le chat sur vous, des cas d'applications que vous avez sortis qui n'étaient peut-être pas forcément mentionnés, mais ça serait enrichissant pour tous. Alors, du coup, allez, on a un peu de temps encore devant nous, mais quelques applications notables. Je te laisse reprendre la parole. Alors, sur vos clients, bien sûr, après, il y en a d'autres qui utilisent la technologie. Alors, je vais parler de ceci puisqu'en fait, c'est bon, comme tout industriel, toute entreprise aujourd'hui, on est obligé plus ou moins de se réinventer. Je prends l'exemple que ce soit F3DF, que ce soit Volumique, que ce soit des distributeurs, des revendeurs, que ce soit des formateurs, on a besoin de se présenter, de vous montrer, de vous faire une démonstration de matériel, que vous puissiez toucher les objets. C'est hyper important parce que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir se donner une idée de « Ah, bah tiens, ça me plaît, ah non, ça moins bien, etc. etc. » Là, on a fait un dossier de diffusion il y a quelques semaines de cela, intitulé Nos clients ont du talent. On est allé sonder une quinzaine de clients français. On a fait cet effort-là. D'ailleurs, vous avez vu que le logo Volumique a légèrement changé, les bleu, blanc, rouge. Pourquoi? Parce que on veut mettre en valeur, et c'est ce que notre président soulignait il y a quelques semaines de cela, c'est retrouver une certaine souveraineté nationale. Pourquoi? Parce que le Covid a vraiment montré les failles de notre système actuel de la mondialisation. On est toujours tributaire de pays étrangers, alors qu'on a des choses quand même très intéressantes sur le sol français et auxquelles parfois on s'y attarde pas forcément. Et c'est vrai, peut-être on n'a pas les mêmes coûts que nos homologues étrangers. Par contre, on a quand même nos valeurs du Made in France. Alors, je vais vous parler un petit peu de quelques cas d'usage, de quelques applications clients. Vous avez la première image, alors je ne vais peut-être pas toutes les faire, si vous voulez, on en reparlera un peu à la fin, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Dans l'aéronautique, là, ce que vous voyez, donc c'est un exemplaire du Rafale à l'échelle réduite, mais qui est fonctionnel. C'est un ex-militaire qui est l'un de nos clients qui a imprimé en 3D une grande partie des pièces qui intègrent ce Rafale, pas sur les pièces maîtresses, parce que je pense que vous voyez, mais au niveau de la propulsion, ça va être très très chaud à ce niveau-là. Par contre, une grande partie des pièces sont imprimées en 3D et pour vous dire, je crois que le Rafale fait un peu plus de 4,50 m. Voilà, donc c'est très grand et il va un peu plus de 280 km/h. Si ça vous intéresse tout ce que je suis en train de vous dire, n'hésitez pas à survoler. Alors, je crois qu'F3DF a republié ou a repris certaines de ces publications-là qui sont des news et auxquelles c'est très détaillé, qui sont sur nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas après à aller faire un tour. Dans le domaine de l'ingénierie, là, c'est les centres de recherche CNRS français, on fait un développement d'un système complet embarquant engrenages, embarquant justement un cahier des charges assez long comme le bras, puisqu'il y a des résistances mécaniques à avoir. Vous voyez l'antenne qui est en dessous. C'est une antenne qui sert à capter des ondes et qui est gérée à distance. Toutes les pièces, alors vous voyez bleu, elle est petite l'image, mais vous voyez des pièces bleues et des pièces noires un peu en dessous, si ce n'est le cadre en fait qui est en aluminium. Tout le reste est imprimé 3D, l'engrenage est imprimé 3D. Dans le sport, ce que vous voyez à droite, c'est une fixation de snowboard. On en parlera juste, je crois, dans la slide en dessous, puisque dans le sport, on voit de plus en plus de métiers, notamment, je peux vous en parler comme client. C'est ce que vous voyez à gauche sur la première image, la société Wedze, la marque de Decathlon, qui aujourd'hui fait notamment des prototypes alors soit de maintien de boots ou soit de fixation de snowboard auxquels les premiers exemplaires, les premières R&D sont testés sur la neige. Voilà, dans l'archerie, ça c'est très intéressant. C'était une des dernières publications qu'on a pu faire. Ce que vous voyez, c'est pas un arc. Par contre, c'est un outil d'entraînement pour les archers, que vous soyez amateur ou alors compétiteur aux Jeux Olympiques. Vous vous entraînez en fait avec ce type d'appareil. Et jusqu'à présent, c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment, ou c'était compliqué à le mettre en œuvre. Il fallait forcément être dans une salle dédiée. Là, vous pouvez vous entraîner n'importe où. Il n'y a pas de flèche. C'est seulement d'avoir le geste, d'avoir le bon recul, la bonne force. Je ne suis pas le plus grand technicien là-dessus, mais pour vous dire que vous soyez un expert ou alors très novice, ça vous aide à vous entraîner, à perfectionner votre geste.
Dans le côté high-tech que vous voyez en bas à gauche, l'image à gauche, vous avez un drone. Cette fois-ci, donc c'est une société sur Monaco qui développe des drones spécifiques pour la principauté. Et là, en l'occurrence, c'est un drone qui embarque tout un produit qui permet d'éliminer les charançons sur les palmiers de la ville. Voilà. Donc, le drone lui-même, la capsule qui embarque tout le produit, tout le système, est imprimé 3D. Ouais, en tout cas, merci, merci Luc pour ce partage. On pourra bien sûr revenir dessus et continuer à partager vos cas d'application aussi. C'est toujours très intéressant. Alors, du coup, on a passé en revue les matériaux, des exemples d'applications, et là, c'en est qu'un aperçu, mais on voit bien que bon, on est au-delà maintenant du prototypage. On a des choses qui sont de l'ordre de l'outillage fonctionnel. On a des produits personnalisés. On a des petites séries aussi. Donc là, voilà, on a un bon spectre qui est représenté. Alors, est-ce que tu peux nous garder un petit peu de temps pour parler de côté machine, comment pouvoir passer ces matériaux dans une gamme de machines? Est-ce qu'on peut passer sur n'importe quelle machine? Comment nous donner quelques aiguillages justement pour être en mesure d'imprimer sur des matériaux standards, haute performance? On parlait de charger. Voilà, nous faire un passage rapide là-dessus pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Tout à fait. Alors, vous avez les différentes gammes de nos imprimantes. Notre gamme historique étant la Stream MK2, c'est celle qui nous a fait le plus connaître en France de par ce qu'elle propose. Hein. Ça vraiment sa polyvalence. On imprime une bonne quarantaine, même aujourd'hui un petit peu plus, de matériaux dessus. C'est-à-dire, on intègre toutes les matières biodégradables, recyclables, les matières chargées, fibrées, nylon, fibre de verre, etc. Et les flexibles également, puisqu'on a le système d'entraîneur qui est juste au-dessus de la buse, donc qui permet de bien gérer le flexible, que vous ayez des shorts qui descendent autour de 60 A jusqu'à 83D pour les plus grands connaisseurs. Et là, en termes de précision… Pour oui. peut-être préciser cet aspect-là, justement, pourquoi, pour les flexibles, quelle est la contrainte, justement, tu parles de Oui, l'entraînement vous près de la avez en tête. fait deux types d'entraînement aujourd'hui peut-être même trois types d'entraînement de filaments sur du FDM. Il y en a un qui est situé, généralement ça c'est imprimante un peu entrée de gamme pour le particulier. Vous avez ce qu'on appelle l'entraîneur de filament, ce qui pousse le filament vers la buse, qui est déporté de la tête d'impression. Alors c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage que ce soit déporté, c'est que du coup la tête d'impression est plus légère. Donc, on peut peut-être aller plus vite, etc., mieux gérer les inerties. Le gros des avantages, par contre, c'est que l'avoir déporté, vous n'allez pas imprimer de flexible. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tellement c'est déporté, ça sera mal entraîné, ça va gripper sur les parois, ça va venir à boucher de manière intempestive. Donc déjà d'opter, qu'à partir de la génération MK2, sur un entraînement qui se situe juste au-dessus de la buse. Donc nous, on doit faire un effort supplémentaire pour gagner en précision d'impression, en répétabilité de mouvement, mais ça va permettre d'accueillir un bon nombre de matériaux supplémentaires. Voilà. Et le troisième point, on le verra sur la gamme Supercharge. La Stream Ultra, elle, on va un peu plus loin. Cette fois-ci, c'est une machine qui est dédiée aux clients les plus exigeants au niveau précision, au niveau compatibilité matériaux, mais surtout au niveau productivité. Là, on est vraiment sur la machine-outil pour l'industriel qui souhaite s'équiper peut-être d'une imprimante ou d'un parc d'imprimantes 3D. Vous le voyez aussi sur l'écran, vitesse maximale d'impression, je parle bien d'impression, jusqu'à 300 mm/s. Donc, ce sera de l'impression brouillon. Cette vitesse-là, pour gérer les accélérations, décélérations, surtout les côtés start and stop, je prends l'exemple d'un cube, vous aurez des sortes de petits arrondis. Donc, c'est surtout pour donner un état de prototypage à des vitesses extrêmes. À vitesse nominale, on sera autour des 180 mm/s. En termes de précision… C'est toujours un peu un équilibre. On a des éléments qui sont souvent présentés dans des fiches techniques, mais ce qui est important, c'est en fonction de la stratégie de la pièce, enfin, stratégie de production. Est-ce qu'on veut une série? Est-ce qu'on veut un état de surface? Voilà, c'est là où finalement la caractéristique machine est importante, mais c'est surtout la stratégie de tranchage et un équilibre de ces différents paramètres qui sont importants. Tout à fait. La précision, c'est énormément important. Alors, je vais passer juste peut-être 30 secondes dessus. C'est très important de le souligner. Il y a un terme que vous devez entendre de plus en plus, qui n'est pas forcément évoqué par tout le monde, c'est la répétabilité de mouvement.
Souvent, quand on vous parle d'imprimante 3D, de ah ouais, pourquoi elle est meilleure, on parle de qualité. Qualité, ça ne veut rien dire. Si je dis voilà, ma machine est capable d'imprimer à 1 micron par couche, ça ne veut strictement rien dire. Ça ne veut pas dire que l'imprimante, elle arrive toujours à reproduire le même geste. Par contre, effectivement, nous, en tant que fabricants, on a défini des profils d'impression qui vont jusqu'au maxima. Là, on l'a paramétré jusqu'à 25 microns par couche. 1 micron, ça c'est la précision de positionnement des axes. Donc là, de l'axe Z en l'occurrence. XY, on a une précision de positionnement de 15 microns. Et nous, c'est ce qu'on voit en termes de répétabilité de mouvement. Je prends l'exemple d'un cylindre. Vous pouvez même demander, lorsque vous souhaitez vous équiper d'une imprimante 3D, sans passer par quelque chose de compliqué, vous pouvez très bien demander à un fabricant, vous pouvez m'imprimer un cylindre? Pourquoi? Parce qu'en fait, un cylindre, c'est tout bête, mais ça va énormément solliciter les mouvements de l'imprimante, la qualité de dépose de la matière. Donc, de suite, on verra si on a des termes genre using, donc si ça fait un peu des vagues sur le côté, si la liaison intercouche, elle est plus ou moins bonne, si les tolérances, parce qu'après, ça on peut le mesurer avec un pied à coulisse ou autre, voir justement ce que ça donne. Donc, c'est un terme voilà, que vous verrez de plus en plus. Ah, c'est vrai que ça revient pas uniquement sur la technologie FDM, mais c'est cette notion de répétabilité. On voit que l'impression 3D est de plus en plus utilisée et c'est finalement un aussi des freins. C'est est-ce que dans le temps, la même pièce aura la même qualité? Ça, c'est un enjeu, je dirais, Alors pour ça, c'est un beaucoup de très fabricants. grand enjeu. Tout à fait. C'est un très grand enjeu. Malheureusement, il n'y a pas assez de recul et je ne parle pas pour nous en tant que fabricants, mais surtout auprès de chimistes et de clients. J'ai des clients, bon, bah, le PLA, on va pas trop en parler, hein, parce que si vous imprimez une pièce au bout de 6 mois, 1 an, vous risquez d'avoir des problèmes avec. Ça dépend de quel type de PLA aussi, bien sûr. Mais nous, on a des clients qui font vraiment des tests assez poussés, notamment des CNRS avec qui on travaille, qui font des tests en salle blanche et font varier des températures, ce qui permet vraiment concrètement de pouvoir mesurer une élongation de la pièce en fonction de cette variation de température. Et on voit qu'on a des matières qui réagissent mieux que d'autres, donc bougent moins. C'est le cas que vous avez quand vous imprimez une pièce et que vous avez mis de la laque sur le plateau vitrocéramique et que vous voyez qu'à la fin d'impression, malgré que le plateau soit froid, bah, la pièce se décolle pas facilement. En fait, c'est une matière qui a très peu de rétractation sur elle-même quand elle refroidit. Et ça, dans certains cas, bah, ça peut être hyper important d'avoir une matière qui rétracte peu, qui se déforme peu, parce qu'aujourd'hui, on a des pièces qui partent dans des télescopes au Chili, aux États-Unis, je parle pour des clients à nous, et qui servent d'entretoise notamment pour des bancs optiques. Donc, voilà, c'est assez poussé, c'est assez minutieux, donc il faut pouvoir caractériser tout ça. La Stream Ultra Supercharge, donc c'est une édition. C'est l'édition, la version bodybuildée de la Stream Ultra classique. C'est elle qui a reçu ces 2 distinctions internationales en janvier dernier à Las Vegas. Parce qu'elle propose, c'est-à-dire, bon, ben, nous, on a fait énormément d'efforts pour avoir des machines beaucoup plus performantes, être plus compétitifs aussi avec nos homologues étrangers sur le FDM professionnel, sur des machines de bureau, hein, vous le voyez, en termes de format. Par contre, on est allé un petit peu plus loin, on est aussi allé creuser auprès de nos partenaires et clients pour savoir concrètement qu'est-ce qui manquait, puisque la précision, ça plaisait déjà, la vitesse, ça plaisait déjà, les matériaux, bon, on peut difficilement faire mieux aujourd'hui sur la Stream Ultra et la Stream Ultra Supercharge, de par le système de flux d'air qui est totalement régulé et donc qui est repensé surtout, et l'échauffe-tête et l'échauffe-plateau, 420 degrés tête et 150 degrés plateau, 170 pour la supercharge, on accueille aujourd'hui toute la famille des polymères qui existent, y compris les pics, les pecs, les pommes, les ultèmes. Donc là, les plus techniques. Là, on a justement voulu recueillir tout ce qui manquait comme ergonomie utilisateur et autonomie de machine, dans le sens où, voilà, c'est une réelle machine-outil. On veut perdre le moins de temps possible, on ne veut pas perdre de temps aussi à de la maintenance. Donc, on a intégré d'ailleurs de la maintenance prédictive. Ça, c'est hyper intéressant puisque, comme pour une voiture, au bout d'un certain nombre de cycles, d'heures d'impression, elle va vous donner quelques alertes, comme mon ventilateur gauche commence à fatiguer, le filtre actif, il faudrait peut-être le changer, la buse, ça fait 600 heures que vous ne l'avez pas changé, etc., etc. On a intégré aussi de la mise en veille prolongée s'il y a une coupure d'électricité, ça c'est natif, et elle reprend l'impression juste après. Un serveur d'impression pardon, je me suis trompé dans mes termes. Donc, il y a un serveur d'impression intégré natif et vous avez un système de mise en veille prolongée s'il y a des coupures d'électricité. Et elle reprend l'impression après. Vous avez des capteurs optiques
pour la prise de position d'étalonnage. Vous avez tout qui est sur connecteur rapide, ce qui veut dire que même pour vous ou éventuellement pour un retour atelier pour une maintenance annuelle qui est fait chez nous à Nice, hein, si ça doit être une maintenance complète annuelle, c'est beaucoup plus aisé, on passe moins de temps, vous passez moins de temps également. Voilà, Ok, je merci suis pour cette resté dans les grandes présentation. lignes, hein. Oui, bien sûr, on aura sûrement des questions pour toi en fin de présentation. Du coup, je sais que vous, comme c'est la coutume, il y a toujours dans cette période, alors cette année, c'est un peu tout décalé, mais il y a, pour ceux qui souhaitent effectivement faire évoluer leur parc machine ou s'intégrer, des encouragements avec le Black Friday. Oui, pardon. Euh, Tu me parlais encore. tu nous confirmes, Oui. c'est jusqu'à quand du coup? Alors, le Black Friday, donc là, c'est une énorme opération que l'on fait. C'est la deuxième année consécutive que l'on renouvelle ce programme, cette offre exceptionnelle. Ça plaît aussi puisque c'est en fin d'année. On sait aussi qu'il y a des entreprises qui ont des fins de budget à faire passer. Et puis voilà, c'est peut-être l'occasion même de soit de se rééquiper en imprimante 3D, soit de s'équiper en matière première pour la nouvelle année. Donc, on souhaite aussi mettre voilà, un petit coup de pouce à ceci. Donc cette offre qui est de 10% de réduction sur l'ensemble de ce que propose Volumic, c'est-à-dire les machines, les accessoires, typiquement les systèmes de filtration actifs, les têtes interchangeables, etc., les consommables, mais aussi les pièces détachées. Donc vraiment, vous pourrez regarder sur la boutique F3DF, vous avez une large palette et donc F3DF aussi joue le jeu pour proposer cette offre Black Friday, donc moins 10%, qui est valable jusqu'à ce vendredi. Alors c'est vrai qu'on fait le live aujourd'hui, donc jusqu'à ce vendredi soir, vous pourrez en profiter. N'hésitez pas, peut-être c'est l'occasion de tester l'Universal. J'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. On vous enverra bien entendu les différentes informations, que ce soit, je pense, la fiche technique et la fiche de sécurité. Alors du coup, pour aller plus loin, et le contexte est tout à fait particulier, on le sait tous, cette période de pandémie a parfois mis à mal ou fait repenser notre manière de produire en interne. Alors pour le mentionner, et c'est important, il y a plusieurs encouragements qui ont été mis en place. Alors vous n'avez peut-être pas forcément identifié, il y en a deux majeurs. Vous avez quelque chose qui est en place depuis déjà pas mal de temps, qui est plutôt dans le plan de transition numérique pour accompagner les entreprises, où on va pouvoir avoir des aides fiscales sur finalement l'acquisition de moyens innovants. Et parmi ces moyens innovants, bien sûr, l'impression 3D en fait partie. Donc, on a deux articles que je vous partagerai tout à l'heure au moment de la session questions si vous voulez aller plus loin. Pour la partie, donc, ce qu'on appelle le suramortissement, je ne sais pas si on a des experts comptables parmi nous, mais en tout cas, on peut se rapprocher pour avoir plus d'infos auprès de vos experts comptables. On a aussi un point qui est important, et ça, c'est une durée dans le temps. Jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez demander une subvention d'État. C'est dans le cas du plan France Relance. Si vous souhaitez, pareil, avancer vos équipements industriels, faire évoluer, vous avez des dossiers de demande. Donc, ça a été relativement simplifié. Pareil, on vous a mis un petit mode d'emploi sur un article que vous retrouvez dans notre blog et je vous partagerai juste après. Donc, ça peut être une bonne piste, en tout cas, pour aller plus loin. Donc, je vous rappelle, merci Loïc, en tout cas, pour ces éléments et le retour d'expérience que vous avez, vous, en tant que fabricant. Je vous rappelle que F3DF, tu l'as mentionné à plusieurs reprises, on accompagne les entreprises sur l'intégration des outils 3D. Ça soit la partie conception, on l'a un peu évoqué avec la conception orientée, mais aussi l'intégration de ces équipements. Nous sommes nous-mêmes équipés et c'est pour ça effectivement qu'on travaille ensemble depuis quelques années maintenant de ces technologies volumiques qui sont présentes dans nos centres de Paris, de Lyon et parmi de nombreux clients sur lesquels voilà, on est amené à vous former, à intégrer ces compétences. Pour évoquer aujourd'hui, on a passé en revue le choix des matériaux. Alors, c'était des pistes de réflexion, mais c'est vrai que c'est une vraie thématique à approfondir. On parlait de tester, de qualifier. Ces éléments-là font appel à des compétences et F3DF a mis en place des programmes pour vous accompagner dans ce challenge et que ce soit sur des formats digitales avec la plateforme e-learning F3DF, dans nos centres, à distance quand les choses ne sont pas réalisables. J'ai derrière moi des imprimantes qui sont aussi connectées avec des caméras et on peut très bien se former en restant sécurisé chez soi ou dans son entreprise. Voilà, donc ce sont des éléments sur lesquels on peut vous renseigner.
De la même manière, tout est fait pour vous accompagner. Il y a des dispositifs qui sont existants pour se former en amont d'intégration, pour peut-être intégrer ou sous-traiter ou mieux produire vos pièces. Donc, les dispositifs sont complexes. On a aussi de vulgariser tout ça. Vous retrouvez des articles sur notre site. Et puis, l'équipe F3Dev, je ne suis pas tout seul derrière moi. J'ai Loïc, Louis, Benjamin et je ne le cite pas tous qui peuvent vous répondre, vous aider à mettre en place ces projets et surtout de trouver les financements qui vous permettront de simplifier cette intégration. Du coup, je vous propose de traiter vos questions. Alors, j'en ai vu pas mal. Je vais arrêter de partager ces éléments-là et je vais vous donner la parole. Vous pouvez allumer vos webcams, vos micros. On va reprendre aussi vos questions dans le chat. Et comme promis, on va vous partager quelques liens pratiques. Alors, je sais que Loïc, tu nous as préparé peut-être une petite… je t'avais demandé si tu avais la possibilité de nous partager une petite aide pour justement s'y retrouver parmi tous ces matériaux, quelques recommandations. Et tu nous as préparé un petit mémo. Alors, voilà, il y a une petite, une petite surprise, peut-être on peut dire un petit cadeau du 9 décembre, du calendrier de l'Avent. En avance. Un petit peu en avant. C'est donc bon, ça sera sous forme de flyer, de brochure, un petit feuillet. Mais là, on va vous l'envoyer pour ceux qui le souhaitent en version PDF déjà. Donc, c'est une première version qui sera mise à jour régulièrement dans l'année, qui présente de manière très succincte les matériaux, à quoi ils servent, à combien il faut les imprimer, etc. Que vous ayez une volumique ou pas. Voilà, on vous donne ces informations-là, quelle couleur il existe. Et puis, on va vous parler aussi des différentes buses, parce que voilà, c'est bien beau de parler des matériaux, mais qu'est-ce qu'on doit utiliser concrètement comme buse, peut-être comme revêtement. Alors, les revêtements, là, sur cette première version, on n'en parle pas. Par contre, on va parler du filament de purge. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'il faut l'utiliser souvent? Et puis, peut-être aussi d'un certain kit de maintenance qui peut vous être utile pour ponctuellement, justement, changer la buse, bien lubrifier les axes, etc., etc. Donc ça, voilà, ça sera sous forme de PDF. Je crois que tu as je te envoyé laisse nous le partager soit par le chat et puis on le mettra peut-être en même temps que ceux qui souhaitent revoir le replay ou qui n'ont pas pu assister à cette présentation. Du coup, on va reprendre quelques questions. Alors, je vois, il y a des remarques, des questions. Et peut-être juste, Florian, pardon, pour ajouter, oui. pour ceux qui le souhaitent, là, je crois que c'est à partir de la semaine prochaine. Alors, ça sera limité parce qu'on a fait un premier tirage. Et pour toutes les prochaines commandes que vous passerez auprès d'F3DF sur du volumique, vous le recevrez en version papier. Ça sera joint à la commande. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour ça, Luc. Ça répond à une partie des questions qui ont été soulevées pendant le live, à savoir comment on imprime, quelle température, quelle buse, voilà. Et est-ce qu'il y a un PDF pour ça? Parfait, ça répond. Donc, pour les premières questions, voilà, on pourra s'appuyer sur ça, en tout cas, pour regarder un peu toutes ces caractéristiques. Voilà. Et pour les plus pointus, pour ceux qui souhaitent le plus de détails, donc vraiment un comparatif complet, ça sera dans un second temps, je crois, début d'année. On souhaite sortir un nouveau comparatif parce que c'est bête à dire, mais depuis un an, tout a évolué, tout a changé. Les matériaux, on les maîtrise d'une autre manière. Donc voilà, on souhaite aussi se renouveler de ce côté-là. Donc ça prend un petit peu de temps, désolé, mais ça arrivera. On a compris que c'était forcément un peu complexe de qualifier tout ça et ça peut être une aide avec grand plaisir. Merci de nous partager ça. Alors, du coup, pas mal de questions, des remarques. Alors, j'ai vu Bertrand, merci pour ce petit retour sur la France a inventé pas mal de choses. Alors, tu veux peut-être nous en dire plus? Est-ce qu'encore une fois, on peut dire cocorico? Vous m'entendez là? Oui, très bien. Ouais, moi, je suis passionné par la 3D depuis très longtemps, puisque je suis prothésiste dentaire et j'ai été confronté dans mon métier artisanal dès 1983. Alors, pas par l'impression 3D qui a été inventée en 84, mais par le scanner buccal pour prendre les empreintes dans la bouche par le professeur François Duret, qui l'a inventé en 1973. Et dans mes recherches, j'aime bien l'historique. Donc, j'ai fait sur mon site WeShape 3D, je pense, un bon historique sur l'impression 3D. Dans l'historique, forcément, les Français ont déposé le premier brevet le 16 juillet 1984 et les Américains le 8 août, donc 16 ou 17 jours après.
Comme par hasard, c'était inventé dans le 91 chez Alcatel-Lucent à l'époque. Et le patron n'a pas cru en cette invention. Donc, c'était le SLA, la stéréotographie. Et paradoxalement, les Américains, ils avaient un brevet. Donc, le patron d'Alcatel n'a pas payé les brevets. Donc, c'est tombé en désuétude, disons. Les Américains ont continué à valider leurs brevets et ont sorti la première machine en 1989, la SLA 250, qui a été livrée dans cette société en France. Je pense que c'est la première en Europe. Et je ne sais pas si vous connaissez la société Crazylas, c'est le patron, Philippe Roux, qui est disons, un expert en impression 3D, puisqu'il a tous les procédés dans son usine, qui l'a mis en route et qui était, pour 3D Systems, le premier ingénieur qui s'occupait de la maintenance de ces machines. Donc ça, c'est pour l'historique de l'impression 3D. Le scanner 3D, je n'ai pas trouvé les inventeurs, parce que ça a été inventé dans différents pays, États-Unis, mais surtout France. Je crois que c'est CNRS. L'écran 3D sans lunettes, c'est Avioscopie, France, 1985. Donc, c'est des écrans à 3D, vision directe. Et le premier logiciel, c'est Euclid Matra à l'époque. Maintenant, c'est Katia. Hein. Pareil, dans les années 80, puisque le premier scanner buccal français qui a fait la première prothèse sans prothésiste, c'est aux entretiens de Garancière en 1983. Et ils utilisaient ce logiciel Euclid. Vous pouvez voir sur Internet. L'historique est très intéressante. Moi, j'ai une question. Bah, merci Bertrand pour ce complément historique. Du coup, tu avais peut-être des questions. Oui, merci. Dans l'impression 3D, bon, je connais Volumic parce que je les croise sur les salons, etc. Moi, j'ai un projet de machine et ce qui me gêne bon, j'utilise principalement sur les 7 procédés normés, les 5 qui sont le SLA, le SLS, le FDM, le multijet par poudre et par multijet, par cartouche d'encre. Je n'utilise pas la stratoconception ni la pulvérisation de métal dans un champ de laser. Mais pour le FDM, bon, forcément, j'ai des machines pour faire mes cours. J'ai une Dagoma toute bête. Ça ne marche pas, mais bon, voilà, je fais des logos, c'est très bien. J'ai un projet de machine pour un artiste. Hein. Je voudrais faire une machine qui n'a pas besoin beaucoup de hauteur en Z, mais qui a besoin d'une grande surface. Et il n'y a pas grand monde qui fabrique, il n'y en a quasiment pas des machines. Il y a Big Red Trap, il y a les Israéliens. Et, comme là, je suis avec un fabricant. Première question, c'est pourquoi utiliser du filament alors qu'on pourrait mettre directement des granulés? Parce qu'en chimie, moi je travaille aussi avec des chimistes même en plasturgie. Et forcément, quand vous passez des granulés dans une extrudeuse, vous modifiez forcément la propriété du plastique, puisque vous le faites. Ouais. Et donc, la question, c'est est-ce que ce n'est pas plus simple de passer directement, de mettre des granulés vierges dans une extrudeuse et qui vous fait directement Alors, en fait, le granulé, le granulé, c'est bien. Après, voilà, c'est comme quand vous achetez un filament, enfin une bobine à 10 kg made in China et une bobine à 45 € du kilo made in Europe. Voilà, c'est l'exemple assez bête, mais c'est vrai qu'on connaît bien. Les granulés, ils ont eux-mêmes des impuretés, ils ont eux-mêmes des choses qui doivent être triées. Quand on les passe en fait de l'état granulé à filament, ce qui se passe chez les chimistes, et c'est là où ça coûte cher en fait, c'est pas forcément la matière première, bien qu'une partie, hein, ça va être la machine utilisée pour transformer les granulés en filaments, parce que c'est là où elle va donner une certaine tolérance à ce filament. Vous avez vu, quand vous achetez un filament, par exemple un 75 mm, il y a toujours marqué plus ou moins 0, quelque chose. Et souvent, sur des matières, on va dire haut de gamme, grade industriel, vous avez du 0,05. Enfin, du plus ou moins 0,05. Quand vous avez une matière avec plus ou moins 0,1, déjà, vous vous dites plus ou moins 0,1, donc ça fait une tolérance qui varie de 2 dixièmes, ce qui est énorme. 2 dixièmes, c'est énorme. Ça veut dire qu'avec une buse 0,25 de diamètre, qui est une buse quand même plutôt petite, hein, pour faire des choses vraiment minutieuses comme une bague, vous allez certainement boucher l'extrusion, surtout si vous imprimez des matières chargées. Donc le granulé, pour souligner la chose, c'est pourquoi est-ce que ça n'est pas fait. Moi, je n'ai pas forcément la bonne réponse à vous apporter, ou je ne suis pas forcément le bon interlocuteur chez nous, mais je peux vous dire une chose, c'est que si on fait aujourd'hui le filament, c'est parce qu'il y a tout intérêt à gagner en qualité.
l'état du granulé, il faut pouvoir justement bien, c'est bête, mais c'est des sortes de billes. Donc, il faut que ces billes soient totalement à chaque fois corrigées, rectifiées, et ça peut mal passer. Ça existe d'ailleurs sous forme de presse à injecter manuelle. Oui, j'ai vu. Ouais. Vous avez une société française qui s'est Ouais, lancée, avec qui on est beaucoup en contact. Et ça, par contre, là, dans ce cadre-là, ça marche très, très bien. Non, c'était pas c'est assez complexe à maîtriser en réalité. Ça rajoute une complexité. C'était pas le coût du coût matière, parce que je sais très bien qu'un filament chinois, on a fait des tests avec l'IRCGN, qui est la Gendarmerie nationale scientifique, où j'interviens sur l'utilisation justement des petites machines en criminologie, forcément les armes. Et ils ont fait des tests justement avec une imprimante 3D, un certain ABS, Made in France ou Europe. Ils ont tiré avec le pistolet que vous trouvez sur Internet, ça marche. Si vous faites la même chose avec le filament le moins cher Made in China sur Wish, ça ne marche pas, le truc il explose. Donc ça, je suis bien d'accord. Le truc, moi, c'est plutôt dans la chimie pure. Les granulés, quand vous faites dans une presse d'injection plastique, vous les mettez dans le cône, il y a une vis, ça injecte. Mais c'est justement la différence entre le granulé brut et le filament. C'est-à-dire que est-ce que vous avez une différence de fabrication, de résultats mécaniques ou chimiques? Oui, forcément. Je ne vais pas citer de nom, mais vous avez un grand fabricant, vous avez un fabricant d'imprimantes 3D plutôt orienté architecte, parce que c'est un peu le design pour les architectes, qui s'est complètement raté, qui s'est cassé la figure en optant pour un système de granulés sur du FDM. Avec un système Delta. Mais bon, je ne suis pas là pour débattre sur du granulé. Moi, je sais pas mon. Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, j'ai travaillé avec Harbour en Allemagne pour la CIM. J'avais un projet industriel qui utilise la CIM, c'est de la céramique injection molding. Donc, c'est de la céramique qui est injectée dans une presse. Et Harbour a sorti quelques années après leur machine d'impression 3D où le plateau qui marche avec une vis d'extrusion. Parce que pour eux, à l'époque, ils disaient que forcément, ils utilisent le même plastique qu'ils utilisent dans les presses, et l'imprimante fait des pièces proto identiques à ce que sort la presse. Vous voyez ce que je veux dire? En validation mécanique, chimique. Mais là vous parlez de technologies qui vraiment sont. C'est comme quand moi je parle de fabrication additive, sans évoquer en fait le FDM par rapport au SLA, par rapport au SLS, par rapport à l'injection plastique, qui est notre techno, parce qu'en fait c'est ça, nous dans la fabrication additive, si vous voulez, on est une grande famille, de toute façon vous la connaissez, hein, avec plein de technologies de sous-familles à l'intérieur. Ça fait vraiment des racines et qui d'ailleurs s'étoffent, hein, puisqu'il y a encore de nouvelles branches qui aujourd'hui se créent. La seule chose, c'est que oui, là sur le granulé, moi je ne saurais pas, puisque bon, de toute façon, la tendance du marché sur le FDM, c'est ce filament, il faut lui donner bien plus que ce qu'on lui donne aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau qualité, parce que voilà, je prends l'exemple du 2,85. On voit, voilà, aujourd'hui, les deux les plus connus, c'est 2,85 et un 75 mm. 2,85, c'est celui d'ailleurs qui est laissé vraiment de côté. Pourquoi? Parce que c'est bête, mais vous avez une buse qui est de 0,4 mm ou alors plus petite. Et le fait d'entraîner le filament, de le pousser, de le rétracter, qui va rentrer dans ce cône-là, c'est plus difficile d'avoir un fort débit avec du 2,85 et de bien liquéfier la matière qu'avec un filament à 75. Ça, c'est pour cette raison qu'on a ce standard du marché. Voilà. Disons, moi, Bertrand, par rapport à ta réflexion, c'est vrai que c'est un beau lien parce que l'injection a quand même de belles années derrière elle et devant elle. Et c'est vrai que le lien entre impression 3D et injection est séduisant. Mais je dirais qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont allés sur ce terrain-là parce que c'est un terrain qui est très complexe, très technique. Voilà. Et il y a quelques acteurs qui sont mis dessus. Mais je dirais qu'il y a un élément aussi par rapport à l'utilisateur. Ça rajoute une complexité. Hein. Je vois, on citait tout à l'heure Pollen. Ils ont fait beaucoup de choses pour essayer de simplifier les choses, mais ça reste quand même plus compliqué. Là, on voit déjà que dans le panorama et le paysage des matériaux, c'est pas forcément évident, mais là, ça vient rajouter aussi des éléments de température liés à l'injection de ces granulés. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des pistes à creuser là-dessus, mais peut-être pas encore accessibles au plus grand nombre d'utilisateurs industriels. Tout à fait, Florian. Et après, il y a une chose quand même importante à dire, c'est on va pas forcément réinventer la roue.
Il y a des choses qui marchent très bien. Nous, ce qu'on fait depuis maintenant quasiment 7 ans, c'est ce qu'on fait de mieux. C'est-à-dire, voilà, on ne travaille pas sur du delta, on est sur quelque chose cartésien. On va avoir un système d'extrusion qui est géré de cette manière-là. On a une enveloppe de structure machine qui est tout en aluminium. Donc, les machines sont assez lourdes, mais c'est aussi fait pour être résistant et être rigidifié, etc. Enfin, c'est vrai qu'après, chaque détail compte. Et tout le système d'extrusion, on parlait de caractérisation tout à l'heure, et je vois qu'il y a une question qui vient de se poser aussi. Est-ce qu'un jour, on va pouvoir arriver à standardiser tout ça? Moi, j'ai envie d'y répondre parce que oui, un jour, on aura cette caractérisation complète. Par contre, ça sera un peu comme l'état du micro-ondes, c'est-à-dire le micro-ondes, il est bridé. Il est bridé, vous mettez vous mettez votre puissance en watts, vous mettez le temps que vous souhaitez, si vous voulez que ce soit de la viande ou autre chose. De la même manière, on aura la chose avec l'impression 3D. Donc, comme on le fait avec le micro-ondes, on va pas cuire. Comment? Oui, non, mais cette comparaison, c'est parce que c'est une certaine analogie. Le poulet, quand on vient de l'avoir et qu'il est encore cru et qu'on veut le cuire, c'est pas dans un micro-ondes qu'on va le passer, c'est dans un four. En fait, à chaque fois, on a un outil qui va nous permettre. C'est vrai que cette analogie est quand même bizarre, mais c'est l'heure de manger, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça, j'ai faim. Non, mais de toute façon, si vous faites, il y a des systèmes ouverts et des systèmes fermés en FDM. Forcément, si vous créez un polymère dans vos machines et vous fermez le système, vous pouvez garantir à l'utilisateur une certaine norme. Et ça, c'est des gens, ils sont « ouais, moi je veux un système ouvert ». Mais ce n'est pas des fois, je parle en B2B, ce n'est pas généralement la bonne solution, puisque si vous avez ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Du moment… vous pouvez normer vos pièces en bridant, forcément, puisque c'est vous qui avez inventé le polymère, parce que d'après moi, le polymère est plus important que la machine. Si vous avez un polymère… sans les chimistes, moi j'aime bien dire ça parce que c'est foncièrement vrai. Sans les chimistes, les fabricants d'imprimantes 3D n'ont vocation à pas grand-chose. Parce que c'est bien sûr les clients qui vont guider le marché avec leurs besoins. Voilà, un secteur d'activité, l'aéronautique par exemple, tiens, ils ont besoin de matière avec du carbone, médical, etc. Là, on fait nous, en fait, si vous voulez, on a une sorte d'intermédiaire. On fait nous remonter auprès de chimistes les besoins, et c'est le cas que je vous ai montré, notamment avec l'Universal, mais après, il y a d'autres matériaux également. Non, mais je garde. D'ailleurs, pour revenir à l'historique, pour finir, les 3 inventions du départ, c'est-à-dire FDM, SLA et SLS, c'est des chimistes, ce n'est pas des roboticiens, parce qu'une imprimante 3D, c'est un robot. Ouais. Mais c'est clair que ça joue dans un équilibre entre effectivement des caractéristiques mécaniques, techniques de la machine et puis les chimistes. Mais de toute façon, le phénomène, on voit bien, les chimistes ont pris le sujet sérieusement. Donc, on voit une offre Carbone aussi. 3D, c'est un chimiste qui a inventé sa machine. Il a juste changé en SLA le réacteur, le temps de réaction de la résine aux UV, vous voyez. Et le prochain chimiste qui améliorera encore ça et la couche, vous pourriez imprimer aussi vite que de l'encre. Voilà. En tout cas, c'est un vrai sujet, Bertrand. Il va falloir qu'on prévoit un live sur l'historique. Moi, je suis passionné, donc quand vous voulez. En plus, je suis confiné, donc invitation. Profitez-en, c'est gratuit. Je donne pas tous mes contacts parce que j'ai envie aussi. Je suis consultant, mais n'hésitez pas. Moi, c'est B2B à fond. On se en tout cas, merci pour vos questions. Pour le début de l'année. Alors, merci à vous pour le truc. Je suis obligé de vous laisser parce que j'ai un rendez-vous, mais à très bientôt. On va prendre les dernières questions par rapport aussi. Tiens, Florian, si tu me permets. Oui. Il y avait une petite question qui du coup est un peu perdue et je l'ai vue tout à l'heure pendant que je parlais. Je parlais un peu de l'Universal. On m'avait demandé le prix. Donc, c'est une matière technique. Par contre, elle reste quand même très abordable. C'est 49 € hors taxe le kilo. Voilà. Donc, à savoir qu'avec le Black Friday, vous faites quand même une petite économie. Ok, alors dernière question. Donc Alex posait de demander par rapport, alors c'est peut-être Alissa, par rapport à l'entretien, petit côté conseil technique, quand est-ce qu'il faut nettoyer les buses? Est-ce que c'est après chaque impression? Est-ce que c'est après chaque changement de filament? La petite recommandation, on va dire, de… Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire, nettoyer les buses, c'est utiliser déjà un filament de purge. Alors, attention, il existe aujourd'hui, on va dire, 2 types de filaments de purge. Il y en a un qui purge, il fait que ça. Et après, il existe d'autres types de filaments de purge qui, eux, vont purger, nettoyer, lubrifier. Et c'est cette différence-là qui va faire que le conduit d'extrusion, c'est pas que la buse, ça va être aussi la barrière thermique, vont être, puisque c'est à partir de la barrière thermique qu'on a la matière qui commence vraiment à liquéfier et à épouser les parois, donc à éventuellement laisser des résidus. C'est pas forcément après chaque impression. Par contre,
On va dire très régulièrement, peut-être une fois par semaine, une fois par mois. Ça dépend des matières que vous imprimez, tout simplement. Si vous imprimez que du PLA ou que du flexible, bon, ben, vous avez un peu dédié votre tête à cet usage et donc il n'y aura pas forcément de soucis. Les seules choses qui peuvent se poser, c'est si vous laissez trop longtemps l'imprimante seule ou soit en chauffe toute seule, sans action. Ça, effectivement, ça va vous demander du coup plus de maintenance. Vous allez voir que ponctuellement, vous allez avoir de la sous-extrusion ou alors des bouchons assez réguliers. Donc, bon, c'est les premiers symptômes pour dire que soit la buse est un peu fatiguée, soit vous avez des accumulations de résidus intérieurs. Le deuxième parallèle qu'il peut y avoir, c'est avec, du coup, vous alternez entre matière chargée, abrasive, et matière un peu plus classique, non abrasive. Et là, dans ce cas de figure, je vous conseille très fortement de passer toujours du filament de purge, dans l'idéal nettoyant et autolubrifiant, entre chaque changement de typologie de matériau. Voilà. Je prends l'exemple, vous imprimez du carbone, qui est quand même très abrasif. Derrière, vous l'imprimez du flexible. Vous avez de très, très grandes chances que votre tête d'impression se bouche à la première impression. Du coup, je me suis permis de partager justement le type de filament qu'on peut utiliser pour nettoyer. C'est vrai que c'est utile. Alors, je sais que c'est une petite bobine, mais c'est quelque chose qui en fait demande assez peu de consommation de matière pour nettoyer. Donc, ça Oui. tient longtemps dans le temps. D'ailleurs, je vous conseille, pour ceux qui éventuellement ici possèdent une volumique, mais pour toute autre machine, c'est pareil. Quand vous cliquez sur chargement de filament avec ce filament de purge, vous n'avez pas besoin de le charger entièrement comme un filament standard. Vous allez voir qu'il a un aspect translucide, même presque transparent. Donc, quand vous allez voir qu'il n'y a plus de côté caramélisé, ça fait vraiment une très belle couleur. Le fil se dépose bien, ça fait un joli. Généralement, vous voyez, ça fait un joli cylindre quand ça se dépose. Là, vous pouvez l'arrêter et l'éjecter pour en économiser le plus possible. Ça coûte cher, Ok. ce genre de filament, il faut le savoir. Ok, alors du coup, j'ai partagé, vous pouvez regarder. Je sais que le Père Noël va passer. Il y aura pour ceux qui suivent tous ces lives et ces activités sur les réseaux sociaux, il y aura un master quiz avec un petit tirage au sort histoire de finir l'année pour les fêtes avec des petits cadeaux. Dernière question, je vois Simon qui pose une question. Tu l'as évoqué, mais peut-être là, en termes de bonne pratique, est-ce que c'est intéressant de dédier une buse pour chaque matériau? Presque. Oui, presque. Vous le verrez du coup, n'hésitez pas à le télécharger, je l'ai mis tout à l'heure dans le chat. Alors, tu l'as partagé dans le chat? Oui, On j'ai remonte un partagé. petit Alors, je peu. ne sais Ok. pas s'il fallait le partager ici, mais voilà, j'ai partagé le Non, petit non, PDF. très bien. On le Et repartagera aussi, de toute façon. donc là, voilà, ça parle vraiment des buses et des cas de figure. Vous avez aujourd'hui quatre familles de buses: acier, cuivre, nickel, inox et laiton. Laiton, c'est la plus répandue sur des machines assez grand public et même pour certaines machines professionnelles. Moi, je prends l'exemple de notre gamme MK2. Le basique, celui qui est vendu par défaut avec la machine livrée, c'est buse laiton. Par contre, à partir de notre Stream Ultra, on met directement une buse cuivre nickel. On fait gagner en conductivité thermique et on va aussi faire gagner en durée de vie de la buse elle-même. Elle tient plus longtemps. La buse acier, elle, on va vraiment. Donc, pardon, l'usage de la buse laiton au cuivre nickel, les deux, c'est le même usage. C'est pour des matières non abrasives, des matières classiques, typiquement du PLA, du PETG et éventuellement du flexible. Voilà. Les matières chargées, les matières techniques, on utilisera plutôt une buse acier. Acier parce que ça va mieux gérer à ces besoins-là, mieux répondre à ces besoins-là. Les seules choses qu'il y a, c'est qu'attention, la conductivité thermique est moins bonne. Nous, on le détaille bien dans le PDF que je vous ai transmis, c'est en dernière page du PDF que je vous ai transmis. Sur les performances thermiques, il faudra penser à rehausser, d'avoir un delta supplémentaire par rapport à la température initiale. Par exemple, du PETG, vous êtes éventuellement à 230 degrés, vous allez peut-être cette fois-ci avec une buse acier, donc peut-être pas du PETG, mais du PETG chargé carbone, vous allez peut-être l'imprimer plutôt à 245 degrés. Et la dernière, la buse inox, qui est une buse, on va dire, dédiée pour les matières normées. Les matières qui, elles, vont être, je sais pas moi, contact alimentaire ou alors des matières médicales pour faire des prothèses, orthèses. Là, cette fois-ci, il vous faudra une buse inox puisque c'est tout le conduit d'extrusion qui doit être entre guillemets certifié, respecter un certain procédé d'extrusion pour pas contaminer ou quoi que ce soit. C'est ce qui s'est passé pendant le Covid, notamment avec certains clients qui utilisaient usage pour faire des visières, pour faire des poignées ouvre-portes, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Donc voilà, là on respecte certaines normes en utilisant une buse inox.
Parfait. Merci Loïc d'avoir répondu à ces questions. Merci à toi pour ton invitation. Merci beaucoup. Et puis le retour client, voilà, merci pour vos questions. Du coup, je vous rappelle que si vous avez des questions sur ce qui vient de se dire, on a parlé de machines, on a parlé de matériaux, on a parlé aussi de financement. Tout ça, vous pouvez nous contacter sur hello@f3df.com et bien sûr, via nos réseaux sociaux, on continue le fameux calendrier de l'Avent où il y aura tous les jours des petits conseils, des éléments pour continuer à en apprendre, à en savoir plus sur la technologie FDM qui est mise à l'honneur sur le mois de décembre. Merci aussi donc, notre partenaire Volumic pour d'avoir joué le jeu.